podcast. On est parti. OK, je suis prêt. Donc, on est avec Gabriel Giguère, analyste senior en politique publique à l'Institut économique de Montréal, l'IEDM, qu'on aime tant. On leur parle pas assez souvent d'ailleurs. Ils ont plusieurs bonnes affaires. J'ai lu cette semaine cette semaine ou la semaine passée, Marc Lacroix m'a envoyé ce que vous avez sorti sur toute l'histoire de la santé privée, parce que c'est dangereux ce qui se passe. Mm-hmm. Donc, l'IEDM est essentiel à nos débats publics et économiques au Québec. Si on n'a pas l'IEDM, qui jaserait de ça? Et Gabriel est avec nous autres pour nous parler de ce qui vient de sortir jeudi après-midi. On est vendredi, donc hier, il y a 24 heures. L'IEDM a sorti quelque chose d'assez percutant pour nous montrer que si la CAQ avait fait une gestion responsable, comme eux l'avaient prévu d'ailleurs, si on regarde le budget de la CAQ il y a 5 ans et leur prédiction de ce qu'allaient être les dépenses aujourd'hui, bien, eux autres mêmes prévoyaient des dépenses de 30 milliards de moins. Donc, on a échappé la balle quelque part pour avoir la décote et tout ce qu'on a. Gab, t'es salué. Qu'est-ce qu'on a fait? D'abord, ce que vous annoncez dans cette étude-là, c'est que si le gouvernement du Québec avait repris sa gestion normale après la COVID, on n'aurait pas ce déficit-là et on aurait à peu près le même budget ou à peu près le même équilibre qu'on avait avec les libéraux de Couillard à la fin. Est-ce que je me trompe? Non, je pense que c'est exactement ça. Quand j'ai fait l'analyse que tu parles, là, ce qu'on a regardé, c'est quels sont les déficits du gouvernement, la croissance des dépenses, et ce qu'on constate, on essaie d'être gentil avec le gouvernement en plus, là. C'est-à-dire Oui. on n'a pas remis en question l'augmentation des dépenses pendant la pandémie, ce qui aurait pu être fait par ailleurs, là, soyons clairs là-dessus. Mais il y a une augmentation rapide des dépenses pendant la pandémie. J'ai compté 2020-21, évidemment, jusqu'à 22-23. Encore une fois, on est gentil. On inclut la grosse période. Mais ce qu'on a vu, en fait, c'est que avec la crise, il y a une augmentation des dépenses. Puis à la limite, je mets des guillemets, je comprends, mais il n'y a jamais eu cette coupure après. C'est-à-dire que le scénario normal de 2019 qui précédait la crise, on augmente, puis après ça, on rediminue pour revenir à notre scénario de référence. Or, le gouvernement, ce qu'il a décidé de faire, c'est de dire, moi, je vais augmenter mes dépenses, puis après la pandémie, ben, je changerai pas, je vais normaliser le scénario, puis je vais juste continuer à augmenter les dépenses. T'sais, c'est un peu comme si tu changes tes pneus parce que tu as un changement de saison, ça te coûte 800$, puis le mois d'après, tu es comme, ben, moi, continuer à dépenser ces 800$-là. Non, c'était parce qu'il fallait que tu changes tes pneus. Oui, c'est exceptionnel. Oui. Exactement. Oui. Mais eux-mêmes, si on revoit les budgets d'il y a 5 ans, ils nous disaient qu'est-ce que ça allait coûter comme dépense pour le gouvernement. Donc, la différence entre aujourd'hui, la réalité qu'on a et comment ils sont mis à dépenser puis qu'ils ont continué à dépenser comme si on était en COVID, c'est où les grosses dépenses? C'est en santé? C'est où ils ont échappé la balle comme ça? Bien, la santé, l'éducation, on le sait, mais les effectifs, Jeff, quand tu regardes ça, là, au début, François Legault, là, sous le gouvernement de la CAQ, est arrivé au pouvoir, il y avait à peu près 500 000 employés du secteur public. Regarde le budget du mois dernier, renseignements supplémentaires, puis c'est parce qu'on est rendu à 608 000. Là. On a augmenté de 108, 109 000 le nombre d'effectifs. C'est complètement hors sol. Donc ça, c'est sûr qu'il y a un impact direct sur la rémunération qui a atteint 64 milliards dans le dernier budget. Je veux dire, quand tu regardes la composition des embauches des effectifs, tu prends les agents de bureau, plus 45 000 agents de bureau et techniciens, prends les infirmières puis les enseignantes, parce que c'est souvent ça qu'on entend dans l'espace public de la part du gouvernement. On a besoin de plus d'infirmières, plus d'enseignantes. On en a embauché, combiné 21 000. Fait que c'est moins que la moitié des agents de bureau qu'on embauche au gouvernement du Québec. Là, à un moment donné, parce que je pense qu'on pourrait se concentrer sur la question des services de première ligne puis pas des agents de bureau. Malheureusement, c'est pas ce qui se passe pour le moment. Mm-hmm. Et ça, ces agents de bureau-là, c'est considéré comme des fonctionnaires en tant que tels? C'est carrément des fonctionnaires? En partie des fonctionnaires, mais je pense que là, c'est le temps, puis là, tu me parleras de la SACLIC puis du FLOP, mais il faut numériser ça, il faut s'assurer d'être plus efficace et donc de couper dans l'effectif parce que ça a pris une taille démesurée. Ça a contribué, là, on parle même pas de 2023-2024 quand les syndicats ont pris en otage le Québec, ça a poussé à la hausse la rémunération.
qui a fait d'ailleurs partie de la décote. Là. Quand on regarde le rapport de S&P de la semaine dernière, on voit que c'est également un des éléments qui a poussé les dépenses à la hausse parce que on a accepté des hausses salariales trop élevées pour le secteur public. Donc, dans ce contexte-là, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une pression très élevée sur les dépenses et au final, c'est le gouvernement qui a accepté cet état de lieu en disant, d'accord, je fais une génuflexion devant les syndicats qui me demandent des demandes essentiellement déraisonnables. Et ce qu'on a vu, c'est une augmentation des dépenses. Tu parlais de sur 5 ans. Il y a 5 ans, le gouvernement pensait qu'on allait avoir 30 milliards de dépenses de moins. Il y a Oui. un an, tu prends le budget de mars 2024 pour l'année 2025, là, par rapport au budget 2025 qui regarde rétrospectivement cette année-là, il y a une différence de 5 milliards. Le gouvernement n'est pas capable de projeter ses dépenses. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est dangereux, incroyable. là. C'est dangereux. Et ça, là, ce que tu penses, parce que là, Legault a parlé en retard, là, je veux dire, une décote, ça arrive une fois de temps en temps. C'est une honte, en passant, là. On a essayé de minimiser ça, on a essayé de dire, oh, ça n'a pas d'impact. Puis en plus, c'est des choses qu'on tenait à dépenser parce que, entre autres, là, on voulait remettre de l'argent dans les poches des citoyens. Là. C'est ce que Legault dit. Donc, ils nous ont reproché d'avoir coupé les pots des gens. Ça n'a pas de bon sens, cette affaire-là. Donc, il a joué un peu cette manière-là. Moi, ça ne passe pas pour tout. 0, 0, 0, 0. Mais lui, juste dire, je pense que François Legault, dans sa tête, il crée de l'emploi. Il crée de la richesse en engageant des fonctionnaires. Oui. Moi, je pense qu'il croit vraiment. Oh, oui, c'est sûr. Et, Gabriel, je te pose la question à savoir, est-ce que tu penses que quand les gens là, de Standard & Poor's ou les autres qui ont regardé ça, les autres agences, c'est le genre de patente qu'ils regardent. Là. C'est-à-dire que tu nous présentes un budget sur 5 ans, on regarde tes chiffres d'il y a 5 ans, t'es 30 milliards over, donc en pourcentage, t'es affreux. Donc, t'es quoi, 15-20 de plus de dépenses que prévu. Et là, même sur 12 mois, tu as 5 milliards de plus. Donc, ce qu'on envoie comme message, c'est que la machine, elle est hors contrôle, que le gouvernement actuel est incapable de gérer quoi que ce soit, il n'est pas capable de couper ses dépenses, il donne des augmentations de salaire de fou dans ses négociations parce qu'il ne veut pas dealer avec les problèmes que ça peut amener, les grèves, etc., etc. Donc, eux autres, là, il y a plusieurs lumières qui s'allument. Donc, d'après moi, la décote est beaucoup plus... Il y a beaucoup plus de flags d'allumer là-bas qu'on pense. Puis, faut pas être surpris, Jeff, parce que j'invite les auditeurs à aller lire les articles de mars 2024 quand on a déposé le budget avec le déficit historique de 11 milliards, là, pas celui de 13,6 parce que c'est rendu qu'Éric Girard, le ministre des Finances, est capable de, vous voyez, année après année, battre son record antérieur. Mais lors de cet événement-là, du dépôt du budget de 2024, c'était pas S&P, là, c'était Moody's, puis c'était DBRS, 2 autres agences de notation qui avaient allumé le voyant jaune en disant « Faites attention, là, ça qu'on commence à dérailler en matière de finances publiques du Québec. » Le gouvernement et son ministre Gérard l'ont confirmé cette année avec le déficit historique de 13,6 milliards. Quand j'entends François Legault, quand j'entends le ministre Éric Girard dans l'espace public minimiser cette décote-là, venir justifier que c'est normal d'avoir les déficits historiques, on normalise des déficits historiques. Il y a quelques années, là, la normale, c'était des surplus budgétaires. Oui. Le grand écart qu'on a fait en matière de gestion des finances publiques, il est hallucinant. Puis, comme tu dis, la décote, là, les agences de notation regardent le portrait. Ils regardent le retour à l'équilibre budgétaire planifié par Éric Girard. Moi, je pense qu'il ne croit pas. Moi, je pense qu'il ne croit même pas. Je suis même pas sûr que l'équipe y croit au gouvernement. Je veux dire, il manque de crédibilité. Moi, je sais pas toi, Jeff, mais quand tu t'en vas dans l'espace public pour expliquer que tu es crédible, il y a un problème. Normalement, tu es crédible parce que tu démontres que tu es crédible. Et là, en 2029-2030, le ministre nous indique qu'il va y avoir un retour à l'équilibre budgétaire. En réalité, en regardant le budget, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un 2,5 milliards de dollars. On le sait pas. Est-ce qu'il y a une danse de la pluie qui est prévue pour avoir 2,5 milliards de dollars de plus en revenus? Je le sais pas. Et ça, tu calcules ça et tu ajoutes le 752 millions de revenus qui est projeté avec la hausse du gain en capital. Oui, qui ne sera pas là. Ben exactement. Le Parti libéral du Canada comme le Parti conservateur du Canada ont été catégoriques. On ne va pas de l'avant avec cette hausse du taux d'inclusion-là. En réalité, il y a 3,3 milliards de déficit qu'il faut éponger. Le ministre Gérard en a aucune idée. Il n'y en a pas de retour à l'équilibre budgétaire. Les agences de notation qui regardent ça, ils ne se disent pas « Ah, c'est un bon plan à l'équilibre budgétaire ». Ils doivent se dire pas mal plus comment vous faites là, pour résorber ce déficit-là. Pas de réponse du ministre Gérard.
Puis, Gabriel, cette décote-là, es-tu chiffrée? Tu sais, dans le sens, comment ça peut coûter, ça, une décote comme ça? Ben, c'est une bonne question. Récemment, parce que vous savez, François Legault expliquait qu'il n'y a pas eu d'impact sur l'émission de dette au Québec. Certains analystes de Bloomberg expliquaient que c'est déjà price-in, c'est-à-dire que le marché avait déjà réagi en amont lors du dépôt du plan budgétaire. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite de ça, c'est une décote. Il y a plusieurs agences de notation et j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va dire ailleurs. Qu'est-ce qu'on va dire chez Moody's? On avait averti l'année dernière. Est-ce qu'on va agir c'est cette sûr qu'ils vont fois-là? arriver avec la leur. Moi, je pense qu'ils vont arriver avec la leur. Ben, qu'est-ce qui va arriver avec des BRS de Morningstar? Ils ont également fait comme Moody's. Ils ont allumé le voyant jaune en disant faites attention au gouvernement du Québec. Ça dérape en matière de finances publiques. Malheureusement, le gouvernement et le ministre sont beaucoup plus intéressés à venir justifier, à dépenser de l'énergie pour justifier leur mauvaise prise de décision en matière de finances publiques, plutôt que de dire, écoutez, là, moi, je retourne à table à dessin, ma révision des dépenses qui étaient seulement des crédits d'impôt, là, pour 3 milliards sur 5 ans, c'est insuffisant. Il faut voir les subventions aux entreprises, il faut voir les programmes rouler vert, camions verts, autobus verts, il faut voir les effectifs. Bref, ça prend une réelle révision des dépenses. Le gouvernement n'est pas prêt à le faire parce que ça peut être impopulaire, mais à un moment donné, il faut choisir la population puis pas les élections en politique. PSPP dit que, puis certains l'ont dit aussi, là, ça pourrait coûter une genre de centaines de millions de dollars parce que la décote est. Bon, le budget n'est pas encore, je veux dire, c'est pas encore un pays. On n'est pas dans un pays de tout croche, là. Je veux dire, c'est quand même AA quelque chose, là, mais c'est que le coût d'emprunt de certains emprunts qui vont être renouvelés, donc de financer des. Puis aussi les nouveaux. On a des nouveaux déficits de prévus, là. Je veux dire, il y a de l'argent qu'il faut aller chercher quelque part. Donc, ça veut dire que le pourcentage de retour sur l'intérêt va augmenter à cause de cette décote-là. Il y a un chiffre qu'on entend, c'est une genre de centaine de millions de plus sur le paiement de la dette. Est-ce que c'est à vos yeux, à vous autres, est-ce que pour l'Institut économique de Montréal, c'est un chiffre qui est exagéré par les partis d'opposition ou ça pourrait être même plus que ça, dépendamment de comment les autres vont réagir? C'est un montant qui est crédible, ça, aux alentours de 100 millions de plus juste pour le remboursement de la dette, mettons dans 1 an, 2 ans, avec les renouvellements d'argent qu'on a déjà emprunté puis tous les nouveaux déficits qu'on va faire? Ben, déjà, à la base, je fais toujours attention pour jouer avec la boule de cristal, là, mais écoutez, on est à 9,7 milliards de dollars en ce moment de paiement d'intérêt sur la dette. Oui. On est supposé augmenter à 12,2, 12,3. Fait que c'est une augmentation de 2,5 milliards de dollars d'ici, donc 2025-2026, à 2029-2030. OK? Ça va augmenter rapidement. Maintenant, juste cette année, on augmente de 20 milliards de dette nette au Québec. Fait que l'année prochaine, ça va encore augmenter de beaucoup. Je ne serais pas surpris que ça augmente de 10, centaines de millions de dollars. Surtout si on a d'autres décotes d'agences de notation où, on vient d'en parler, mais DBRS, Morningstar, pour arriver, passer de la décote, en fait, comme Moody et autres. Donc, si ça se matérialise, on va le voir, là, ça va se répercuter sur les paiements d'intérêt. Tu sais, c'est tout simple, mais c'est comme si tu t'en vas t'acheter un char avec un score de crédit de 600 ou de 550. Deuxième chance au crédit qu'ils disent, là, les annonces, deuxième chance au crédit. Oui, mais attends un peu, mais que tu vois ton terme de taux, ça va être très cher. C'est ça, là. C'est exactement ça. Mais là, concrètement, le gars, il sort, on parle du premier ministre. Comme tu as expliqué, ce qui est bizarre, c'est qu'il n'a pas l'air à vouloir voir les conséquences graves de ça. C'est comme minimiser un peu. Mais lui-même est en train de nous dire, bon, ben là, on va faire des plans. Ça va coûter 40 millions pour l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Mais là, ça va être plus compliqué parce que si on le fait, ils vont nous décoter. Là, on voit, je pense qu'il y avait une dizaine d'écoles de prévues dans plusieurs quartiers de Montréal, des nouvelles écoles, surtout dans les quartiers où les immigrants arrivent, puis que là, il y a un genre de développement domiciliaire dans le coin où ça se développe beaucoup, là, Blue Bonnets, puis tous ces coins-là. Donc, plus de monde. Manque de place dans les écoles. Les immigrants font plus d'enfants que les Québécois, etc. Donc, problème d'école. Là, ils viennent de se leur dire, les 10 écoles, on n'a pas d'argent pour les faire. Hein? OK. Ça, c'est des vraies affaires. Mais il y a quand même un budget avec 160 milliards de dépenses où cet argent-là va. Elle va seulement à payer des employés qui sont finalement peut-être pas nécessaires dans plusieurs secteurs. Mais là, ça n'a plus de sens. Je veux dire, si on n'est pas capable de se payer des routes propres, des hôpitaux pas de fourmis et des écoles pour les jeunes,
aux primaires dans les quartiers qui se développent. Je veux dire, mais qu'est-ce que ça nous donne de payer autant de taxes et d'impôts si finalement on n'est pas capable, à part de payer des employés, c'est pas trop quoi faire ce qu'ils font. Je veux dire, ça donne quoi le modèle québécois? Je me questionne beaucoup, là, parce que ça peut pas être... Hey, c'est 160 milliards de dollars, c'est énorme! C'est énorme. Et sous le gouvernement Legault, là, les dépenses ont augmenté de 53-56 %. Les dépenses en santé de plus de 50 %. On est passé de 40 milliards à 60 milliards. Mais quand tu regardes les chiffres concrètement, le temps d'attente médian a augmenté de 40 minutes. Il faut attendre plus que 5 heures et 10 environ quand tu t'en vas aux attentes en moyenne, le temps médian. Donc, c'est très, très, très élevé. On n'a pas les services pour lesquels on paye. Puis c'est pour ça que c'est important que le ministre Girard retourne à la table à dessin et disent très concrètement, on doit devancer l'équilibre budgétaire. On ne peut pas attendre puis repousser ça au calendrier grec parce qu'on est pas mal sûr que le prochain budget, on va nous dire que c'est encore dans 5 ans. Mais si c'est encore dans 5 ans, ça va être en 2030, 2031. Bref, on comprend que c'est toujours ça la roue, là, de s'engager puis de dire, là, on retourne à l'équilibre budgétaire. S'il faut que je coupe 20 000 personnes dans le secteur public, ce sera ça. Si je dois couper tous mes subventions aux entreprises, ce que j'espère qu'il va arriver par ailleurs, ce sera Moi, je ça. déchirerais convention collective signée. Moi, OK. carrément, là, moi, je pense qu'on n'a pas le moyen. Les conventions collectives qu'on a données, je pense qu'on n'a pas le moyen de donner ça. On a échappé. Ben, ils ont échappé en se donnant ces augmentations-là. Donc, ils se sont mal positionnés pour négocier avec les employés du secteur public. Ils ont acheté la paix. Mais là, carrément, moi, je pense qu'on est dû avec un... Écoute, René Lévesque l'a fait. Là. Moi, mes parents ont vécu ça jeune. Quand j'étais jeune, je me rappelle comme c'était hier. Là. Quand mon père nous a annoncé comme professeur, ma mère était professeure, René Lévesque, pour qui ont voté, qui voyait, puis s'est fait dire par Moody's, puis c'était une patente de 700 millions de dollars en passant, là. C'était pas énorme, mais ça l'a quand même coûté 20 de diminution de salaire aux employés de l'État. Moi, je pense qu'on est là. Mais ils veulent pas aller là, parce qu'ils ont peur, ils sont toujours en fonction de penser qu'ils peuvent être élus, ils ont peur de ce qui est arrivé avec la gang à Couillard, avec les libéraux. Les libéraux, il y a deux affaires là, qui les ont coulées. Oui, le 75$ là, pour l'épicerie, mais c'est surtout l'étiquette de l'austérité, alors que dans le fond, les libéraux, on va leur donner, là, les chars, on va les donner, là, il y a livré la marchandise, ils ont revu, ils n'ont même pas fait un doge, là, ils ont juste fait ce qu'il fallait faire et ils ont livré en partant 7 milliards de surplus. Mais ils se sont fait coller mais les médias ont un gros rôle en passant, et je pense que la CAQ a peur des médias, a peur du terme austérité, qu'ils vont leur coller puis qu'ils vont leur couper l'herbe sur le pied, que si jamais ils pensent être réélus, ça va être fini là. Donc, c'est par manque de courage. Est-ce que je me trompe, Gabriel? C'est un manque de courage et d'ambition politique très clair, là. Je pense que la ritournelle de l'austérité, on peut mettre ça de côté, là. C'est rendu qu'il y a du monde en ce moment avec un déficit historique de 13,6 milliards de dollars, avec une explosion des dépenses depuis l'arrivée du gouvernement Legault qui parle d'austérité. Je veux dire, c'est un mot-là, il veut rien dire dans l'espace public québécois. C'est juste utilisé contre n'importe quelle forme de rigueur budgétaire au sein du gouvernement. Et là, on n'a pas la place, on n'a pas la capacité fiscale de se permettre les largesses qu'on se permet aujourd'hui. C'est simplement insensé. Il ne faut plus juste réduire le rythme de dépenses. Ça nous prend un ministre des Finances qui nous dit « je coupe 7, 8, 9, 10 milliards de dépenses ». Là, on est rendu là aujourd'hui. Il faut couper en matière de dépenses. Malheureusement, on est toujours en train de nous dire « on fait attention, on a peur de se faire dire qu'on ne met pas assez d'argent, on en met trop ». On a fait un sondage Ipsos la semaine dernière, puis on demandait aux Québécois essentiellement « croyez-vous que la réponse en santé, c'est plus d'argent ?» La majorité nous disait que c'était pas la réponse. Les Québécois le savent que c'est pas en tout le temps en pelletant plus d'argent dans les ministères qu'on va régler le problème. Donc, à partir de ce moment-là, j'espère que le ministre comprendra. Malheureusement, dans les dernières journées, encore une fois, on va dans les médias, puis on se ferme les yeux, puis on dit non, on a fait la job, tout est beau. Je veux dire, c'est un son de cloche, une décote. C'est une claque en plein visage et c'est une tâche sur le dossier de la CAQ. Parce qu'encore une fois, et je reviens au départ, mais à l'étude que j'ai publiée hier, mais si on avait décidé de ne pas rentrer dans le piège de simplement augmenter les dépenses, et puis après la pandémie, de dire écoute, là je la coupe, là, les dépenses, là, puis je calme et je lisse mon taux de croissance annuel de dépenses, on aurait été en surplus budgétaire alors on se parle. Ça aurait pu être près d'1 milliard. Écoutez, on aurait été dans les eaux de Philippe Couillard. Imagine, c'est un scénario alternatif, là, mais c'est tellement loin de la réalité parce qu'on a manqué d'ambition politique, on a fermé les yeux, on nous a vendu un gouvernement comptable, puis ce qu'on a, c'est un gouvernement là, qui a de la difficulté à additionner, à soustraire, là. Puis, je te dirais que c'est aussi des gens qui font... Tu sais,
ministre Dubé, on me l'a vendu comme étant un gars, un redresseur d'entreprise, un gars qui a été à la caisse de dépôt, je pense, ou je ne sais pas trop. Là. Il a été quelqu'un de hautement qualifié. Mais là, il est rendu qu'il a l'air d'un vendeur d'auto. Un vendeur d'auto usagé, que c'était toujours un curé qui avait le char. Ça marche pas à un moment donné. Là. Je veux dire, si vraiment tu as redressé des entreprises, c'est pas vrai que tu as redressé. Si tu as redressé des entreprises de cette manière-là, c'est sûr qu'elles sont toutes en faillite. À un moment donné, il faut que tu viennes à l'évidence que ton modèle de santé, il ne fonctionne pas. OK? Rentre les Cleveland Clinics pour donner les soins, rentre les Quest Diagnostics de ce monde, rentre tous ces joueurs-là, donne-leur les mandats d'appliquer. On va assurer le monde, mais nous autres, on ne s'occupe plus de donner la santé, parce que c'est une spirale, ça, là puis c'est de plus en plus gênant. On est rendu à avoir des fourmis dans un hôpital, c'est vraiment gênant. Mais je reviens sur une chose, Gabriel, puis je sais que vous êtes victime de ça aussi avec l'organisation que vous avez depuis toujours. Là, l'Institut économique de Montréal devrait avoir beaucoup plus de place dans les médias traditionnels. Ils ont peur de vous autres. Vous êtes vus comme les gens conservateurs de droite avec une vision économique qui leur fait peur. Mais ils ont une responsabilité, ces médias-là. Il va falloir, à un moment donné, qu'ils prennent cette responsabilité-là. Quand on parle de partir en fou, puis faire semblant qu'il y a des coupures, puis qu'il y a une austérité, puis comme tu viens de le dire, qu'il y a des explosions de budget incroyables. Parce qu'on le voit dans la dernière élection. Ils ont encore beaucoup, beaucoup de pouvoir envers les gens de 60 ans et plus qui écoutent la TV énormément. Ultimement, à un moment donné, il va falloir que ces médias-là prennent leurs responsabilités et disent la vérité. Il faut qu'on vous entende plus. Il faut qu'ils donnent ce genre d'informations-là. Il faut qu'ils fassent des panels sur ce genre de choses-là pour montrer que ça n'a pas de bon sens. Mais malheureusement, on arriverait avec ça, avec un panel, mettons, à LCN. Voici ce que l'IEDM vient de dire. Oh, vous savez, hein, les chiffres comme ça, c'est à prendre avec un grain de sel. On a des besoins, on a si... Mais ils ont une responsabilité, ces gens-là. Là. Écoutez, c'est sûr qu'on aimerait ça être plus dans les médias. Puis je veux dire, moi, ce que j'aimerais, c'est que quelqu'un me dise t'as tort à cause de ABC. Puis on va discuter à la télé, à la radio, comme vous voulez. Ça va me faire plaisir. Faisons des débats. Parlons concrètement des chiffres et des politiques publiques nécessaires pour les changer. Effectivement, on n'est peut-être pas aussi invité qu'on devrait l'être, notamment dans la situation actuelle. Je dis pas si c'est un contexte où on a 4 milliards de surplus par année, tout va bien, pas de subventions aux entreprises, la mobilité sociale au Québec est incroyable. Écoute, OK, peut-être que je comprends, là, la vie économique et les politiques économiques sont parfaites au Québec. On s'entend, là. On est loin de là. Le Québécois moyen, il est pressé comme un citron puis il n'y a plus de jus dedans. On n'a pas les services qu'on a de besoin. On a des déficits records. On a une décote. Je pense que c'est important là, d'être dans l'espace public pour s'assurer que ce soit audible. Maintenant, pour ce qui est des médias, c'est difficile à dire, là, mais effectivement, j'aimerais ça qu'il y ait une grande pluralité de vues. Je passe quand même assez souvent à Québec, donc c'est un réel plaisir de pouvoir faire... Et je veux pas, Gabriel, je veux pas qu'il enlève les multitudes de visites de quelqu'un, soit d'un retraité en président des syndicats, ou encore de Magali Picard qui va faire, ou encore la madame de la CSN là, qui est là régulièrement sur les panels. Je veux pas qu'ils enlèvent. Mais à l'opposé de ça, il faudrait qu'on ait des gens comme vous plus souvent pour que les gens soient bien informés. Regarde, tout à l'heure, je parle avec quelqu'un. Ouais, Trump, là, dans le milieu de la construction, les papiers sur les toits vont coûter 4 piastres de plus le paquet à cause de Trump. Finalement, quand tu regardes comme il faut, c'est pas Trump, c'est le contre-tarif de nous-mêmes. Donc, et ça, pourquoi quelqu'un dit ça? C'est parce que les médias ne lui disent pas, ils ne l'expliquent pas. Donc, ils ont un rôle. Je ne veux pas enlever la place de Madame de la CSN qui est là, ou Madame Picard. Qu'elle soit là, j'ai pas de problème. Monsieur Letourneau. Mais on aimerait ça entendre plus de gens comme vous autres. Il me semble que les gens méritent d'avoir cette info-là. C'est ça mon point. Mais on dirait qu'ils ont comme peur. Bravo au moins à Patrick Masbourian. Je sais que tu es allé cette semaine à Radio-Canada. Au moins, ils l'ont fait. T'sais. Au moins, ils vous ont invité puis vous avez pu présenter l'étude en question. Donc, il y a certains qui le font, mais il faudrait que ce soit plus et plus et plus encore. Hein?
Il faut que ça soit généralisé. C'est parce qu'à un moment donné, on ne peut pas juste avoir un côté de la médaille. Là. Ça prend deux côtés de la médaille. Puis nous, ça va nous faire plaisir. Hein. Vous nous appelez, vous pouvez aller sur liadm.org, vous m'écrivez par courriel. Je vais dire oui pas mal à toutes. Là. Même à toutes. Là. Je m'engage. Là. Je m'engage ici à dire oui à tout le monde dans l'espace public parce que c'est quelque chose d'important. Puis on veut s'assurer également de faire œuvre de pédagogie économique. Ça fait partie, oui, effectivement, de changer les politiques publiques au Québec pour s'assurer d'avoir une vision plus prospère. C'est notre mission de s'assurer qu'on soit prospère en tant que Québécois et Québécoises. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de travail à faire en la matière, mais c'est également une question de pédagogie économique. L'exemple que tu donnes, il est très, très important, celui des tarifs douaniers. À un moment donné, il y a une énorme différence entre les tarifs de Donald Trump qui sont payés par les entreprises américaines puis les contre-tarifs à Ottawa qui sont payés par nos entreprises. Je fais vraiment juste une petite virgule, mais quand je regarde le cadre financier des libéraux, puis je constate qu'on augmente de 20 milliards les revenus à cause des tarifs douaniers, c'est nos entreprises à nous autres qui payent les 20 milliards. Fait que c'est très problématique. Refiler à nous et ultimement refiler à nous, le client, là. Exactement. Donc, ça va être les Canadiens et les Canadiennes qui vont envoyer ça par taxe de consommation indirecte au gouvernement fédéral. Fait que juste ça, de comprendre cet élément-là, c'est important dans l'espace public. Puis les débats, on aimerait ça en avoir davantage. C'est un petit peu une petite saveur à la française, là, où on a des débats, on a des joutes intellectuelles sur la vision des politiques publiques et où le Québec devrait aller. Il y en a une hier au micro de M. Martineau, là, contre le chef des syndicats là, que j'ai fait, là, mais en tout cas, des fonctions publiques du Québec, fort intéressant. Mais ça en prend plus dans l'espace public. Je suis totalement d'accord avec toi. Ouais. Regarde, nous autres, on mea culpa. Régulièrement, je pense qu'on devrait faire. À chaque fois qu'on parle avec un de votre gang, vous êtes toujours bon en plus, vous êtes toujours intéressant, vous avez toujours de l'énergie, vous avez toujours c'est clair, tout le monde peut comprendre. Donc, regarde, il faut. Souvent, c'est difficile parce que les gens maintenant, quand ils ont un sujet, mettons comme il arrive là, le sujet de l'élection / Trump, les tarifs. Tu essaies d'arriver à autre chose, une étude qui est importante. Tu dis, hey, il faut parler de ça. Ils n'entendent même pas, ils ne sont jamais sur le sujet du mois ou le sujet de la semaine. Et ça aussi, il faut avoir plus de débats sur différents sujets parce que c'est très large, là, les finances publiques. Notre imposition, notre fiscalité, les besoins qu'on a, parce que notre gouvernement est omniprésent partout. Donc, ce genre de débat-là, on peut en avoir sur une tonne de sujets dans une semaine, mais malheureusement, des fois, on dirait qu'on n'est pas capable de marcher puis de mâcher de la gomme en même temps. Mais je me promets une chose, on va se parler plus souvent, on va vous surveiller plus souvent parce qu'on a toujours du plaisir à vous parler. Et en plus, on a toujours eu un atome crochu avec l'Institut économique de Montréal. Donc, Gabriel Giguère, on va se dire un beau bonjour, puis surtout qu'on va se reprendre. Mais bravo pour la job. Très belle job. Très belle job. Bravo à l'IADM, donc, d'avoir sorti ça. Ça prouve que la gestion, s'il y avait eu un peu de courage, on ne serait pas dans l'état qu'on est en ce moment, puis on serait peut-être encore en surplus. En surplus. C'est incroyable d'entendre ça. Bon week-end, mon ami Gabriel, puis bravo encore. Oh, merci, Jeff. Bravo encore, puis on se dit à la prochaine. Merci. Donc, IADM, Gabriel Giguère est avec nous autres sur Radio Pirate. Jeff Fillion, Radio Pirate.